L'actualité des derniers jours et des dernières semaines nous a rappelé à tous et toutes la permanence de la menace terroriste en France, en Europe et dans le reste du monde. Et la lutte contre la commission de tels actes nécessite que des outils efficaces soient confiés à la police et à la justice, en recourant notamment au renseignement humain et au travail de terrain. Il nous semble, malheureusement, c'était la position que nous avions lors des débats sur la loi SILT elle-même, que le gouvernement et la majorité ont repris sur la question de la santé, malheureusement, ce qui se fait sur d'autres secteurs, à savoir de recourir à trop de restrictions de liberté et une forme d'escalade sécuritaire qui ne nous semble pas répondre au but et à l'objectif qui est légitimement poursuivi, mais renferme y compris des éléments contre-productifs. Nous nous opposons à ce projet de pérenniser ce qui a été fait avec la loi SILT, à savoir l'introduction dans le droit commun de l'état d'urgence. Nous vivons en état d'urgence permanent, pérennisé, et il ne nous semble pas que cela renforce nos droits et nos libertés, et surtout notre capacité à protéger la population, à renforcer nos anticorps républicains et à pouvoir d'autant mieux faire face à de nouvelles attaques. D'autant que, comme cela avait été déjà noté et dénoncé par nombre d'organisations de défense des droits humains au niveau français, européen et international, cette utilisation de l'état d'urgence a donné lieu à un certain nombre d'abus et d'usages illégitimes. Ça avait été le cas à l'encontre de militants et militantes écologistes en ce qui concerne les assignations à résidence. Et la question en fait du bilan de l'efficacité et de l'opérationnalité de ces mesures se pose. Cela a été relevé par un certain nombre de collègues sur le fait qu'on proroge aujourd'hui un dispositif dont nous n'avons pas les éléments suffisants pour constater l'effectivité des mesures, d'autant que lors de l'introduction de l'état d'urgence, on notait que sur les 4000 perquisitions qui avaient été faites, il n'y a eu que 30 procédures qui ont abouti en la matière et, comme je le disais, de nombreuses atteintes, soulignées notamment par l'ONG Amnesty International. Par ailleurs, il nous semble, et c'est regrettable, que ces textes et cette stratégie fait l'impasse sur ce qui devrait être un aspect fondamental de la lutte contre la commission de l'acte de terrorisme, c'est-à-dire de cibler le nerf de la guerre, les circuits de financement des organisations terroristes, notamment via les paradis fiscaux, tels que l'ont révélé les FinCEN Files, le scandale du blanchiment d'argent au niveau international. On parle d'au moins 2000 milliards de dollars issus des pires trafics et qui participent notamment à financer les axes de terrorisme. Nous pensons que notre pays devrait appliquer, comme est mis en avant dans ces révélations journalistiques, le manque de régulation sur les opérations bancaires, et nous devrions être beaucoup plus fermes vis-à-vis des États et des organisations et mouvements qui concourent au financement des actes de terrorisme. C'était notamment un des aspects mis en avant par le rapport co-rédigé par nos collègues Bernalicis et Maire sur la nécessité de renforcer les moyens affectés à la lutte contre ces circuits financiers. Voilà pourquoi nous restons opposés à la prorogation de cet état d'urgence désormais permanent et dans la lignée également, puisqu'il y a une forme de cohérence dans l'escalade sécuritaire dont je parlais avec le texte que nous allons étudier dans la suite et dans les prochaines semaines. Nous réitérons l'alerte sur
le diagnostic erroné qui consisterait à croire que militariser encore plus la société et remettre en cause les droits et les libertés fondamentales nous protégerait contre les attaques terroristes. Nous pensons véritablement que c'est en préservant ces libertés que nous ferons face le mieux possible à ces remises en cause. Merci. Oui, comme je l'ai expliqué, nous sommes pour la suppression de cet article, puisque nous récusons la nécessité d'avoir introduit dans le droit commun un état d'urgence permanent, et alors qu'une clause de caducité était prévue dans la loi pour que les dispositions introduite dans le Code de sécurité intérieure ne prenne fin en décembre. Donc cette majorité souhaite prolonger ces dispositions. De notre point de vue, ce n'est pas dans ce sens qu'il faudrait aller pour travailler à lutter contre les actes de terrorisme. Et comme je l'ai dit également à la suite des organisations de défense des droits et libertés et d'un certain nombre de juristes, de magistrats et de militants des droits humains, nous pensons que cette loi ne renforce pas notre protection, mais remet en cause l'état de droit. Je voudrais juste citer sur ce que peut dire l'avocat Raphaël Kemp sur la problématique de la loi SILT et de sa prorogation, qui explique qu'au nom de la défense de l'état de droit et des libertés fondamentales, alors que la loi leur porte directement atteinte, il y a souvent au cours des débats la remise en cause des droits et des libertés. Il parle à ce propos d'une loi scélérate dans la mesure où c'est un type de loi qui permet de multiplier des mesures de contrainte attentatoires aux libertés individuelles et qui sont justifiées par la nécessité comme l'a fait tout à l'heure le rapporteur, de préserver une liberté qui serait suprême, celle de la sécurité. Nous ne croyons pas à cette logique. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis ? Merci, Madame la Présidente. Nous souhaitons supprimer cet article dans la continuité de notre opposition à la loi de renseignement de 2015 afin de prémunir les citoyens et citoyennes contre ce que nous considérons, et avec d'autres, être des atteintes illégitimes et disproportionnées à la vie privée et la mise en œuvre d'une surveillance généralisée qui, encore une fois, ne nous semble pas être aussi efficace que cela par rapport au but recherché. Les dispositifs de surveillance légalisés par la loi de renseignement prétendent protéger du terrorisme, mais nous craignons qu'ils ne servent surtout à des formes, notamment d'espionnage économique et politique, au lieu de remettre en cause la politique menée notamment aux États-Unis et qui fait aussi l'objet d'un certain nombre de contestations au niveau international. Notre pays a choisi d'emprunter le même chemin sans véritablement en avoir les moyens financiers et technologiques. Et d'autant que ces procédures que nous considérons être liberticides posent question sur leur efficacité. Je rappelle que selon Next Impact, seule une dizaine de personnes avaient été surveillées individuellement après le déploiement des traitements qui seraient prolongés par le présent article entre 2017 et fin 2018. De plus, d'après un article du Monde du 7 juillet dernier, le ministre de l'Intérieur et la DGSI souhaitaient que l'algorithme puisse aussi s'attaquer aux adresses dites URL connues sous le nom d'adresse web. En guise d'explication, le gouvernement assure qu'à ce jour, cet outil chargé de détecter la menace terroriste de basse
intensité n'a permis de déboucher sur aucun dossier opérationnel. Et nous contestons la logique du gouvernement qui semble être que si les informations collectées par l'outil actuel n'ont pas permis d'aboutir sur un dossier opérationnel, c'est parce qu'il n'est pas assez intrusif. Et voilà pourquoi nous considérons qu'il faut remettre en cause cette politique et nous demandons la suppression de l'article 2.